Donc, la crise de la dette de l'État en France, pardon, le pire est-il à venir? Alors, j'ai évidemment choisi ce thème en rapport à l'actualité. Peut-être l'avez-vous entendu, l'étude de l'INSEE qui a montré en début de semaine que le déficit public était plus important que prévu. Et voilà, le problème de l'endettement public, on en entend suffisamment parler, on le lit souvent, et voilà, c'était pour moi l'occasion de faire le point sur cette problématique et de voir en quoi je pourrais être utile à améliorer la compréhension de ce problème qui est évidemment très grave. Alors le sommaire, on commencera par un petit rappel, pour certains peut-être, pour d'autres non, tout simple. Qu'est-ce que la monnaie? Qu'est-ce que la monnaie? Et on verra que la monnaie et la dette, c'est deux choses identiques, pratiquement identiques. Donc ne pas rembourser la dette, c'est évidemment détruire de la monnaie. Voilà, donc pour présenter le fait que la monnaie et la dette sont deux synonymes, j'utiliserai un petit exercice très didactique, mais néanmoins utile. Pardon. Ensuite, on présentera quelques chiffres, alors sans non plus vous assommer de chiffres et de graphiques. Ce serait bien de visualiser un peu ce qu'il en retourne au niveau de l'endettement public. Donc, ce sera le deuxième point, le constat. On se rendra compte évidemment que la dette, c'est un problème très important et que la situation est très explosive. Donc, face à ça, et je pense que c'est la partie la plus intéressante du webinaire, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Donc, j'ai présenté dans le carton d'invitation à la conférence, j'ai présenté trois scénarios possibles: la politique d'austérité, l'hyperinflation et la restructuration. Vous verrez, il y en a aussi un quatrième. J'en parlerai le moment venu. Alors, tout d'abord, la question de la monnaie et la dette qui sont deux synonymes. Alors, petit rappel. Déjà, au niveau des termes, ce qu'on appelle monnaie, en fait, on distingue deux types de monnaie. Ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire, donc ce sont les billets et les pièces, et ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Alors, vous le savez sans doute, à l'occasion d'un crédit, la banque crée de la monnaie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si, en tant que ménage, en tant que particulier, je vais voir mon banquier pour emprunter de quoi acheter l'appartement de mes rêves, mon banquier va regarder si je suis solvable. Si je le suis, que fait-il? Eh bien, il inscrit la somme que je lui demande sur mon compte courant. Il n'y a pas de transfert, il ne va pas prendre sur ses fonds propres pour mettre, entre guillemets, déposer sur mon compte courant, mon compte chèque. Il inscrit les X euros que je lui réclamais au crédit, il inscrit les X euros sur mon compte courant. Donc, techniquement parlant, c'est exactement comme si vous vous inscriviez sur votre tableur Excel ou sur Word, vous inscriviez, je ne sais pas moi, 300 000 euros par exemple. Voilà, c'est une écriture informatique, c'est une suite de 1 et de 0. Voilà, j'insiste bien sur ce point. Quand une banque prête, ce n'est pas un débit sur ses fonds propres ou un débit sur le compte de ses clients épargnants pour ensuite créditer le compte de celui qui emprunte. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un jeu d'écriture. Voilà. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, parce que je n'ai pas non plus envie de présenter les modalités de création monétaire dans le détail. C'est pas du tout l'objet de la séminaire, du séminaire. Pardon. Donc, je vais
prendre un exemple tout simple. Hop là, pardon. On va supposer une économie qui sera composée d'une seule banque, une économie toute simple, et qui propose deux types de comptes. Donc, on a tout d'abord des comptes courants, que certains appellent compte chèque. Alors, qu'est-ce que j'appelle ici compte courant? Ce sont des comptes que l'on utilise pour les paiements. Donc, qui dit paiement, dit instrument de paiement, carte bancaire ou chèque associé au compte. Les comptes courants ne sont pas rémunérés par des intérêts. Bon, dans la réalité, au-delà de l'exercice, certaines banques proposent une rémunération des comptes chèques, mais ça reste quand même une pratique marginale. Donc ça, c'est le premier type de compte. Des comptes courants, ce n'est pas rémunéré, on s'en sert pour payer seulement. Donc évidemment, il y a des instruments de paiement qui sont associés au compte. Deuxième type de compte, des comptes épargne. Donc là, c'est l'inverse. Hein. Le compte épargne, ici, on ne s'en sert pas pour payer, on s'en sert pour conserver de la valeur, pour épargner, peut-on dire aussi. Donc il n'y a pas d'instrument de paiement associé au compte, et par contre, c'est évidemment rémunéré par des intérêts. Pourquoi être rémunéré par des intérêts? Ça plus tard. On suppose un client de la banque, on va l'appeler Paul, qui dépose 100 € sous forme de billets sur son compte courant. Alors concrètement, Paul Bichet dit voilà, j'aimerais que ces 100 € soient sur mon compte courant. Alors déjà, vous notez la particularité du langage. Quand on utilise dans d'autres situations dans la langue française le terme déposer, déposer ça sous-entend quelque chose de physique. Je dépose par exemple des bijoux dans un coffre-fort. Je dépose le plat sur la table. On utilise aussi le terme déposer pour ce genre de situation où on dépose des billets sur son compte courant. Sauf que le compte courant, ce n'est pas un coffre-fort ou une tirelire que l'on a à la banque. Il n'y a pas de dépôt physique. Ça, vous le savez bien, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déposer 100 € sous forme de billets sur son compte courant? Ça veut dire que la banque va conserver les 100 € de billets. 100 € de billets, c'est pour elle. C'est sa propriété. Et sur le compte courant de Paul, eh bien, la banque inscrit 100 €. Voilà, tout simplement. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Paul, en fait, n'a pas besoin de ces 100 € tout de suite. Il a de quoi voir venir, on va dire. Et il décide de virer ces 100 € sur son compte épargne. Évidemment, le compte épargne, c'est rémunéré par des intérêts, donc autant que l'argent fasse des petits, comme on dit. Voilà, il vire ces 100 € sur son compte épargne. Donc il y a 0 par rapport aux 100 € initialement inscrits sur le compte courant. Il n'y a plus rien sur le compte courant et les 100 € sont désormais sur le compte épargne. Voilà, on a un deuxième client, en tout cas futur client, on va l'appeler Pierre. Pierre demande un crédit à la banque de 100 €. Et ce crédit, Pierre le remboursera dans 6 mois. Donc, idem, la banque estime que Pierre est solvable. Qu'est-ce que la banque fait? Elle inscrit 100 € sur le compte courant de Pierre. Elle inscrit 100 € sur le compte courant de Pierre. Alors, les 100 € de billets, la banque les garde toujours. C'est toujours sa propriété. Alors, si Pierre emprunte 100 €, c'est qu'évidemment, il a besoin de payer. Sinon, on n'a pas à payer, on n'emprunte pas. Il paye Jacques. Donc, s'il paye Jacques, Pierre paye 100 € à Jacques par chèque. Donc, il y a donc voilà, transfert. Et Pierre dépose son chèque sur son compte courant. On a vu ce que ça voulait dire exactement, les guillemets, déposer son chèque sur son compte courant. Alors, si je remonte un petit peu dans le temps. Le premier client, Paul, quand il a viré 100 € sur son compte épargne, en fait, il a envoyé un signal à la banque. Alors, ce signal, ce n'est pas un signal contractuel. Il a donné un indice, si vous voulez. Il a donné un indice à la banque, comme quoi, si
ce type de client. Qu'est-ce que j'appelle ce type de client? En fonction de son âge, en fonction de son revenu, son niveau de revenu, en fonction des propriétés qu'il possède, en fonction de son passif bancaire, en fonction de son sexe aussi, de sa profession, etc. Paul, c'est un profil type de client particulier. Et la banque sait, et ben, de 20 évidemment, mais c'est par la loi des grands nombres, elle sait que ce type de client, ce profil type de client, ben, quand il dépose 100 € sur tel type de compte épargne, eh bien c'est qu'en moyenne, les 100 € ne seront pas utilisés pendant, disons, 6 mois. Avec une probabilité, évidemment, proche de 100%. C'est une probabilité, la loi des grands nombres, ça ne marche pas à coup sûr, la loi des grands nombres, c'est ce que ça veut dire. Si vous lancez un dé une fois, vous ne pouvez pas calculer la probabilité que le dé aura de tomber sur le 6, il ne faut pas savoir, évidemment si on ne sait pas ce que c'est qu'un dé à la base. Si par contre vous lancez le dé 50 000 fois, bah, vous savez que la 50 001e fois, il y a une probabilité de 1 sur 6, pour un dé non quitté, il y a une probabilité de 1 sur 6 que bah, la 50 001e fois, le dé tombe sur 6. Mais évidemment, vous pouvez de la 50 001e fois à la 50 100e fois ne jamais tomber sur 6. La loi des grands nombres, ça reste des probabilités. Donc, Paul, en virant 100 € sur son compte épargne, il envoie un signal à la banque, à sa banque, comme quoi ces 100 €, il n'en aura pas besoin tout de suite. Et c'est-à-dire pendant 6 mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul ne va pas exiger de paiement sur ces 100 €. Donc les 100 € de billets, bah, après tout, la banque se dit je n'ai pas besoin, de les conserver pendant 6 mois pour Paul, puisque Paul, a priori, il n'en fera pas l'usage. Il n'en aura pas l'usage. Alors qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle pourrait les payer elle pourrait les prêter à Pierre, pardon. Pierre, c'est l'emprunteur. Elle pourrait les prêter à Pierre, ces 100 €. Mais sauf que Pierre, s'il a besoin de 100 €, c'est pour payer Jacques. Et Jacques, il ne lui a pas dit tu me payes avec des billets. Il lui a dit tu me fais un chèque de 100 €, je dépose le chèque et le chèque, voilà, les 100 € sont inscrits sur mon compte. Donc du coup, elle a 100 € de réserve pendant 6 mois. Ah. Jacques, donc celui qui a reçu les 100 € de Pierre, eh bien Jacques les inscrit sur son compte courant. Voilà. La banque se dit après tout, si jamais Jacques a besoin de payer avec ces 100 € sous forme de billets, bah, ça tombe bien, la banque a 100 € de billets sous la main pour les verser à Jacques si jamais Jacques en fait la demande. L'exercice est bientôt fini, rassurez-vous, on revient à la crise de la dette dans quelques instants, mais vous comprendrez que c'est un préalable nécessaire. On va supposer que Pierre, Paul et Jacques et la banque cherchent à calculer leurs actifs. Qu'est-ce qu'ils possèdent? Donc Paul se dit, bon, moi j'ai 100 € sur mon compte épargne. Rien à redire à ça. Pierre, bah, lui, dans l'exercice, ne possède rien. Jacques, lui, a 100 € sur son compte courant. Et la banque a 100 € de billets. Et elle a aussi la créance Pierre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle possède la créance qu'elle a sur Pierre. Bah, ça veut dire que tout simplement, pour la banque, ce qu'elle a prêté à Pierre, ça a une valeur pour elle. Supposez par exemple que vous prêtiez, je ne sais pas, disons 10 € à quelqu'un ce soir, et cette personne vous rend ces 10, enfin, ce qui est prévu, c'est que cette personne vous rende ces 10 € demain. Aujourd'hui, ce soir, vous vous dites, bon, demain, je vais faire le calcul de la monnaie que j'aurai à ma disposition. Est-ce que les 10 € que cette personne est censée vous rendre demain, est-ce que vous allez les inclure, ces 10 € dans la somme que vous aurez à votre disposition demain? Bah, si cette personne, vous lui avez déjà prêté de l'argent par le passé et qu'elle vous a remboursé rubis sur l'ongle, comme on dit, il n'y a pas de souci. Vous allez inclure ces 10 € dans votre actif monétaire à votre disposition demain. Sauf que cette personne, en fait, elle ne vous a pas toujours remboursé, rubis sur l'ongle, donc
considérer que ces 10 € que vous allez recevoir demain, c'est peut-être un peu optimiste. En même temps, si vous considérez 0 sur ces 10 de créances, c'est un peu trop pessimiste. Donc vous allez, on va intégrer le risque client, puis on va dire bon qu'après tout, la personne elle est plutôt disposée elle a plutôt été disposée à rembourser par le passé, donc bon, vous allez dire voilà, 90% de chances qu'elle me rembourse demain, donc je ne vais pas compter 10, je vais compter 9. La banque fait la même chose par rapport à la créance de Pierre, la créance qu'elle a sur Pierre. C'est-à-dire qu'elle ne va pas comptabiliser 100 €, pardon, je ne parle même pas des intérêts ici, elle ne va pas comptabiliser 100 € comme actif, elle va intégrer le risque client, donc le risque de non-remboursement est pris en compte, et elle va seulement comptabiliser 90 €. La question que je vous pose, combien comptez-vous de monnaie dans cette économie? Alors, pour répondre à cette question, combien comptons de monnaie dans cette économie? Encore faut-il savoir ce que l'on appelle monnaie. Je vous l'ai dit au départ, la monnaie, on a à la fois la monnaie fiduciaire, les billets et les pièces, et la monnaie scripturale. La monnaie scripturale, c'est de la monnaie qui est écrite. Et la monnaie, en fait, on pourrait la définir aussi par sa fonction, enfin ses fonctions. Et la première fonction de la monnaie, c'est de pouvoir être utilisée comme moyen de paiement. Donc Paul, est-ce qu'il a raison de considérer que les 100 € sur son compte épargne, c'est de la monnaie? Qu'il a 100 € de moyen de paiement? Bah, bien sûr que oui. Si vous regardez votre, je sais pas, votre relevé bancaire de votre livret A, les X € inscrits sur votre livret A, bah, pour vous, c'est comme si, alors vous faites pas la réflexion évidemment, mais inconsciemment, c'est comme si c'était les mêmes X € dans une tirelire ou dans un coffre-fort, tout dépend du nombre d'euros, à la banque. On fait comme si, en fait, il y avait un dépôt physique. En fait, il n'y a pas de dépôt physique. Ça, vous le savez, qu'il n'y avait pas de dépôt physique. Mais par contre, oui, je le sais qu'il n'y a pas de dépôt physique. Mais par contre, est-ce qu'on réfléchit à la nature de ces sommes qui sont écrites sur nos comptes? Jamais. Absolument jamais. Si jamais on commence à y réfléchir, notre santé mentale en prend un coup, je pense. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a exactement sur le compte épargne de Paul? Il y a 100 € d'inscrits. Eh bien 100 €, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que la banque doit verser 100 € à Paul si Paul en fait la demande. Donc en fait, les sommes qui sont inscrites sur le compte bancaire, ce ne sont pas des sommes dans des coffres-forts à la banque. Ce sont des créances que nous avons envers la banque. La banque est endettée à notre égard. C'est la nature un peu particulière de la relation entre un épargnant et son banquier. L'épargnant a un peu l'impression de louer les services de la banque par rapport à des coffres-forts dans lesquels on mettrait de l'argent. Mais en fait, du tout. Quand on est client d'une banque, quand on est épargnant d'une banque, on est créancier de la banque, ni plus ni moins. Donc, revenons à Paul. Paul a tout à fait raison de considérer que ces 100 €, c'est bien de la monnaie. Et bien sûr, il peut tout à fait virer ces 100 € sur son compte courant et puis ensuite payer avec ces 100 €. Notamment réclamer de convertir ces 100 € scripturaux sous forme de billets, sous forme de monnaie fiduciaire. Jacques, même raisonnement, hein, il a 100 € sur son compte courant, donc tout à fait raison de penser qu'il a 100 € de monnaie. La banque elle a 100 € de billets, et puis il a 90 € de créances fières, si on estime que le risque de non-remboursement a été correctement pris en compte. Effectivement, la créance fière, eh bien, c'est 90 € de monnaie. Concrètement, cette créance, la banque peut la revendre à, je sais pas moi, à Jacques, par exemple. La banque peut dire à Jacques, ça t'intéresse la créance fière? Je te la vends, disons, 90 €. Jacques se dit, non, Pierre, je pense qu'il va rembourser. Jacques peut tenir ce genre de propos. Donc si Pierre rembourse, si Jacques achète la créance Pierre à la banque pour une valeur de 90, ensuite ça sera Pierre qui remboursera à Jacques 100 € plus les intérêts. Donc Jacques aura fait une plus-value, différence entre les 90 € rachetés à la banque et les 100 € de remboursement à Jacques. Plus après, on doit rajouter
les intérêts. Donc, voilà, ça a de la valeur, on peut considérer que c'est de la valeur. Autrement dit, on est parti de 100 € de billets et on a transformé, magie comptable, on a transformé ces 100 € de billets pour en faire 390 € de monnaie. Les économistes parlent de masse monétaire. Voilà. Donc, à part les 100 € de billets, les 100 € de Paul sur son compte épargne, les 100 € de Jacques sur son compte courant, et les 90 € de créance fière pour la banque, tout ça, ça repose sur de la dette. C'est-à-dire que si des dettes ne sont pas remboursées, la monnaie n'existe plus. Par exemple, si Pierre ne rembourse pas, les 90 € ici, on les efface. Il y a 90 € de moins de monnaie. Si jamais la banque en fait s'est trompée dans ses probabilités, elle pensait que Paul n'allait pas utiliser ses 100 € pendant 6 mois, si en fait ça sera après-demain où il va réclamer ses 100 € sous forme de billets, et que Jacques, dans le même temps, réclame ses 100 € sous forme de billets, eh bien, la banque n'a que 100 € de billets en réserve. Elle ne peut pas faire face à la demande conjointe de Paul et de Jacques. Voilà. Alors, évidemment, la réalité est plus complexe. On a plusieurs banques. On a aussi une banque centrale qui peut venir au secours des banques. Mais fondamentalement, la nature de la monnaie, c'est de la dette. C'est-à-dire que la monnaie, c'est de la dette. Ce sont deux synonymes. Donc, quand il y a des crédits qui ne sont pas remboursés, la monnaie est détruite. Pour le dire autrement, quand un crédit n'est pas remboursé, le créancier qui escomptait le remboursement n'a plus que ses yeux pour pleurer, autrement dit, il pensait être riche de temps ça correspond au montant du remboursement, et bien en fait non, il ne sera pas riche d'autant, il sera riche de la somme qu'il possède au départ, moins la somme qui ne percevra pas par rapport au crédit non remboursé. Voilà, monnaie et dette, ce sont deux choses qui sont synonymes, quasi synonymes, puisque les billets et les pièces, ce sont les seules formes monétaires qui ne correspondent pas à de la dette. Voilà. Alors, maintenant que cette précision est faite, venons-en au sujet principal de la conférence. Donc, la monnaie et la dette sont des synonymes, l'existence de l'une implique l'existence de l'autre. Je disais, venons-en au sujet principal de la conférence, l'endettement public. Alors, avant de présenter quelques chiffres, j'aimerais juste voir avec vous quelques définitions. Alors, ça va pas interroger ensuite à la conférence. C'est juste que voilà, on va utiliser des termes précis et il est bon de savoir de quoi il en retourne exactement. Alors, j'utiliserai par exemple le terme de dette publique. Alors, ce qu'on appelle la dette publique, c'est la dette des administrations publiques au sens large. La dette, ce sont les sommes que l'on doit à un moment donné. C'est ça la dette. La dette des administrations publiques au sens large, c'est à un moment donné, c'est l'ensemble des sommes que les administrations publiques, donc État, sécurité sociale et administration publique locale, doivent. Doivent à qui, on verra ça. Voilà, donc la dette publique, ce n'est pas la dette de l'État, d'accord? C'est plus large que ça, d'une part. Et puis d'autre part, on fait souvent la confusion entre la dette publique et la dette de l'économie nationale, la dette de la France. En fait, on passe de la dette de l'État à la dette de la France, on passe de l'un à l'autre. Alors, c'est deux choses totalement différentes. Dire l'État français est endetté, ce n'est pas la même chose que de dire la France est endettée. Si on dit l'État français, alors les administrations publiques au sens large sont endettées, ça veut dire que globalement, État, sécurité sociale, administration publique locale doivent plus qu'on leur doit. Voilà, ils ont une dette. Dire la France est endettée, c'est endetté vis-à-vis de qui? C'est vis-à-vis de ce qu'on appelle au niveau de la comptabilité nationale, ce qu'on appelle le reste du monde. C'est-à-dire que les entreprises, l'État, l'administration publique au sens large, les ménages, eh bien globalement, en France, les résidents, devraient plus de sommes que le reste du monde devrait aux résidents français. Donc,
Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que la France est endettée? Non, la France n'est pas endettée. On est à peu près à l'équilibre. Les dettes que la France a vis-à-vis de l'extérieur, du reste du monde, c'est à peu près égal aux créances que la France a vis-à-vis du reste du monde. Donc la France n'est pas endettée. Par contre, l'État français, lui, évidemment, il est endetté, comme tous les États d'ailleurs. On y reviendra. Voilà. D'ailleurs, je parlerai, pour aller plus vite, hein, au lieu de parler de dette des administrations publiques au sens large, c'est un peu long, je dirais dette de l'État ou dette publique, j'assimilerai ça à la même chose. Voilà, ça c'est la dette publique. Déficit public, ça correspond aux besoins de financement des administrations publiques, au sens large encore une fois. Donc, le besoin de financement, bah, c'est simple. D'un côté, on a des dépenses, d'un autre côté, on a des recettes. S'il y a trop de dépenses par rapport aux recettes, forcément, il y a un besoin de financement. Alors, ce besoin de financement n'est pas dû seulement à l'exercice, si on parle en utilisant le langage d'une entreprise. L'exercice annuel, c'est-à-dire que le déficit public, c'est pas seulement le manque pour pouvoir payer les dépenses, les fonctionnaires, les infrastructures, etc. Le besoin de financement, il naît aussi des vieilles dettes qui arrivent à échéance. Et ça correspond à plus de la moitié du déficit public annuel. C'est-à-dire que quand on dit que les administrations publiques, ou l'État au sens large, a un besoin de financement, eh bien ce besoin de financement, c'est pour combler justement différence entre les dépenses et les recettes courantes, et c'est aussi, pour plus de la moitié, pour payer les échéances qui sont arrivées à terme, enfin les dettes qui sont arrivées à échéance, pardon. C'est-à-dire concrètement qu'on emprunte à nouveau pour rembourser des dettes qu'on a contractées par le passé. Voilà, bien avoir ça en tête. La charge de la dette correspond aux intérêts annuels de la dette publique. C'est ce que l'État au sens large paye comme intérêt. C'est équivalent à environ 3% du PIB en 2013. Donc 3% de la richesse produite est utilisée via les taxes, les impôts, etc., est utilisée par l'État pour payer le coupon. Le coupon, ce sont les intérêts que l'État a versés. 3%. Le service de la dette, ce n'est pas seulement les intérêts annuels, c'est l'ensemble des dépenses publiques annuelles consacrées au remboursement de la dette. Donc c'est le capital plus l'intérêt. Et ça, c'est équivalent à 9% du PIB. Vous avez bien lu. Il y a 9% de la richesse produite chaque année en France qui est utilisée par l'État, pour rembourser capital et intérêt. Il faut savoir que la part des prélèvements sur la richesse produite s'élève à quasiment 50%. Et donc sur ces 50%, on en a à peu près un cinquième qui est utilisé justement pour rembourser capital et intérêt de la dette. Voilà. Les chiffres sur la charge de la dette et le service de la dette, c'est assez compliqué à trouver. Hein. C'est pas ça se trouve, hein, c'est pas un secret d'État. Par contre, les chiffres sur la dette publique et le déficit public, on trouve ça beaucoup plus facilement. Alors, une question que vous vous posez peut-être, à qui emprunte l'État? À qui emprunte l'État? Alors, pas aux Chinois, comme on le dit souvent. En fait, quand l'État a un besoin de financement, il emprunte. Alors, il peut emprunter directement à une banque, hein, mais la plupart du temps, il émet ce qu'on appelle des obligations d'État. On appelle ça aussi des bons du Trésor. Concrètement, l'État dit, voilà, j'ai besoin d'emprunter X milliards, ça prendra la forme de Y coupons de centaines de milliers d'euros ou de centaines de millions d'euros. Celui qui achète ce coupon, ce bon du Trésor, ou cette obligation d'État, il verse X centaines de milliers d'euros ou X millions d'euros à l'État, et l'État lui remboursera, moyennant un taux d'intérêt,
et à une certaine échéance. Voilà. Après, il y a plein de types de bons du trésor, d'obligations d'État. Certains sont indexés sur l'inflation, d'autres non. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de la conférence. Mais voilà, comment l'État emprunte. Voilà les titres qu'il émet, en fait, des bons du trésor, des obligations d'État. Et qui achète ça? Des établissements financiers, des banques, des compagnies d'assurance, autrement dit, des établissements qui font de l'intermédiation financière entre les épargnants et entre des épargnants et l'État. Prenez les assurances par exemple. Une compagnie d'assurance, une assurance obligatoirement, elle a besoin, autrement dit, de voir venir. Elle est obligée de provisionner des milliards pour faire face aux sinistres éventuels. Ces provisions de milliards, évidemment, ça ne prend pas la forme de billets dans un coffre-fort, ça ne prend pas la forme de sommes inscrites, je prends des précautions maintenant, de sommes inscrites sur des comptes bancaires. Il faut aussi que ça soit rentabilisé. Donc, pour que ça soit rentabilisé, eh bien, les compagnies d'assurance prêtent beaucoup d'argent à l'État. Il y a même une obligation légale de mémoire en France, je crois que c'est 10%. 10% des actifs des compagnies d'assurance doivent être convertis en bons du trésor. 10%, ça vous paraît peut-être beaucoup. Sachez que dans certains pays, c'est beaucoup, beaucoup plus. Voilà. Bref, tous ceux qui ont beaucoup de monnaie, comme établissement financier, ils convertissent ces monnaies en bons du trésor. Voilà, donc quand l'État rembourse, eh bien l'État rembourse à ses établissements financiers, et ces établissements financiers ensuite versent les intérêts et le capital aussi remboursé sur les comptes de ces épargnants. Par exemple, celui qui a souscrit à des assurances vie, sans doute certains d'entre vous avaient souscrit à des assurances vie, comme 10 millions de Français qui ont des assurances vie. Eh bien, si vous avez souscrit à des assurances vie, sachez-le, vous êtes créancier de l'État. Voilà. Vous avez prêté à l'État indirectement, puisque l'établissement qui gère votre assurance vie, eh bien, il aura utilisé ces sommes pour les prêter à l'État. Voilà. Voilà. Donc, continuons. Bon, allez vite. Donc là, vous avez la dette des administrations publiques. Vous voyez qu'elle était à peu près 65% du PIB en décembre 2007. La crise des subprimes, ça a commencé à peu près à cette époque. Et puis c'est monté en flèche à partir de décembre 2007. Comment expliquer cette très forte augmentation de la dette publique? 1. Il a fallu venir au secours du système bancaire et financier, ça coûtait de l'argent. 2. Il a fallu mettre en place des plans de relance. Il a fallu relancer l'économie en 2009-2010. Et ça aussi, ça a coûté énormément d'argent. Et 3, dans une activité économique déprimée, les recettes fiscales, la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu, etc., les recettes fiscales, forcément, soit diminuent, soit augmentent moins vite, et les dépenses, notamment les dépenses d'indemnisation du chômage, et les dépenses augmentent. Donc voilà, vous avez 3 facteurs, augmentation naturelle du déficit courant de par les moindres recettes fiscales et de par l'augmentation des dépenses suite à ce qu'on appelle la crise. La relance économique, décidée en 2009-2010, et le plan de sauvetage pour les établissements financiers. Voilà. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un point. La dette publique, elle est rapportée au PIB. C'est-à-dire que la dette publique aujourd'hui, elle doit être aux alentours de 2000 milliards d'euros. Alors 2000 milliards d'euros, bon, ça ne représente pas grand-chose, sauf si on est habitué à jongler avec les milliards, c'est pas mon cas en tout cas. Donc ce que l'on fait pour que ça soit plus parlant, on rapporte ça à la richesse produite dans un pays. Pourquoi pas. Le déficit public, c'est pareil. C'est-à-dire que
le besoin de financement annuel, si je vous dis par exemple la France, enfin l'État français, pas la France, hein, l'État français a dû emprunter 100 milliards cette année, 100 milliards, on ne sait pas trop ce que c'est, 100 milliards. Donc on rapporte ça à quelque chose pour que ça soit plus parlant. Et on a pris l'habitude de rapporter ça au PIB. Pas qu'en France, hein, dans le monde entier, en tout cas dans les pays développés au moins, on procède ainsi. C'est pas anodin. C'est pas anodin de rapporter au PIB. Je vais prendre un exemple tout bête par rapport au déficit. Si ce mois-ci je gagne 100, moi, je gagne 100, je gagne 100 euros, et je dépense 103 euros. Il me manque donc 3 euros. J'ai un déficit de 3. Et je vais rapporter mon déficit à mes recettes, et puis je vais me dire, voilà, j'ai un déficit de 3%. Moi, je vais fonctionner ainsi. Je vais me dire, il me manque 3% de mes recettes pour faire face à mes dépenses. 3%, c'est pas grave. Le mois prochain, je vais dépenser 97 et je vais gagner 100. Et puis, voilà, les choses entreront dans l'ordre. Sans rentrer dans les détails et les méandres de la comptabilité d'entreprise, on est sur une même logique. On est sur une même logique. On se compare à soi-même. On se compare à soi-même. Je compare ici mon manque à gagner, 3 euros par rapport à mon manque à gagner par rapport à moi-même, à mes recettes. Et l'entreprise, c'est pareil. Elle se compare à elle-même. Et bien pas l'État. L'État, en fait, son manque à gagner ne va pas le comparer à ses recettes publiques. Il va le comparer à quelque chose de beaucoup plus important, le PIB. Il faudrait prendre quelques chiffres pour être peut-être plus parlant pour certains bien chiffres. Supposons par exemple un PIB de 1000 milliards d'euros. Un PIB de 1000 milliards d'euros. Supposons des recettes publiques de 100 milliards d'euros et des dépenses de 200 milliards d'euros. Donc, si je rapporte le manque à gagner, 200 moins 100 égale 100. Si je rapporte le manque à gagner aux recettes, on a un déficit public qui est absolument colossal. On a un déficit public de 100%. De 100%. Par contre, si je rapporte la différence entre les dépenses publiques et les recettes publiques, soit 100 milliards d'euros dans mon exemple, au PIB, que j'avais estimé à 1000 milliards, là, du coup, on n'est plus à 100% de déficit public, on est à 10%. 100 sur 1000. Ouais, évidemment. Donc, évidemment, si vous rapportez le déficit public au PIB et non aux recettes publiques, forcément, le taux obtenu sera beaucoup plus faible. Forcément, puisque le PIB, par définition, il est beaucoup plus important que les recettes publiques. Voilà, donc il faut bien avoir en tête le mode de calcul du déficit public. C'est pas du tout anodin cette histoire-là. Quand on parle des 3% de déficit public, 3, ça n'a l'air pas beaucoup. 3, inconsciemment, on se dit, je gagne 100, je dépense 103, j'ai 3 de déficit. 3%. Sauf que c'est pas du tout comme ça que se calcule le déficit public. Donc du coup, par exemple, en 2009, l'État français devait tourner à 7% de déficit. Eh bien, en 2009, l'État français, ses dépenses, y compris ses dépenses de remboursement des vieilles dettes qui étaient arrivées à l'échéance, eh bien, ces dépenses, il les a d'abord assurées par de l'emprunt et ensuite par des recettes fiscales. Pour un déficit qui était, entre guillemets, seulement de 7%. Voilà. Alors ça remonte à la Seconde Guerre mondiale. Les économies étaient détruites, il fallait les reconstruire et on a mobilisé l'épargne des citoyens. Et on s'est dit que, bon, puisque ça servait à la reconstruction du pays, présenter déficit et dette rapportés au PIB, ça faisait une meilleure figure et puis bon, c'était légitime. Et puis depuis, on a toujours conservé cette habitude. Voilà. Voilà, donc là vous avez les chiffres au niveau de la dette. Alors, voilà, ça c'est une information que j'ai trouvée sur le site internet de France Trésor. France
Trésor, c'est l'agence qui est chargée de gérer la dette de l'État. Alors, une information très intéressante, puisque bon, déjà, c'est une information qui date d'un an, 17 avril 2013, et bon, un peu mesquin, la façon de procéder, mais bon, c'est une guerre. Et on peut comparer justement la dette, excusez-moi, le déficit, donc, le déficit, tout ce qui est en bâton, on peut comparer les prévisions de l'agence France Trésor avec la réalité. Bon, en 2012, la prévision était faite, puisqu'en 2013, le 17 avril 2013, on n'avait pas les chiffres encore sur 2012. Donc en 2012, on n'était pas à 4,5, on était à 4,9. Et en 2013, on n'était pas à 3, on était à 4,5 de mémoire. Oui, 4,9 pour 2012 et 4,3 pour 2013. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses assez étranges. On voit des déficits, d'accord, chaque année depuis 2001. En fait, c'est pas chaque année depuis 2001, c'est chaque année depuis 40 ans. Parce que l'anniversaire, cette année, en 2014, enfin en 2000, on a les chiffres 2013 seulement, mais cette année en 2014, si le déficit, si on a toujours un déficit, eh bien ça sera le 40e déficit consécutif depuis 1974. Donc 40 années de déficit. Voilà, donc, et vous avez la dette. Alors, vous avez bon, des détails hors impact des garanties européennes, avec impact des garanties européennes, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, peu importe. Donc, vous avez la dette, et la dette ici, c'est l'échelle de droite, elle est exprimée en pourcentage du PIB. Alors, il y a quelque chose qui peut surprendre en voyant ces chiffres, c'est que on est toujours en déficit, il y a toujours du déficit prévu. Bon, apparemment, les prévisions sont un peu trop optimistes pour 2012, enfin, pas apparemment, c'est sûr, les prévisions étaient un peu trop optimistes pour 2012, puisque le déficit prévu, il était inférieur au déficit réalisé. Mais bon, en tout cas, la prévision, c'est toujours du déficit. Et s'il y a toujours du déficit de prévu, eh bien pour autant, la dette diminue. Alors ça peut sembler étrange, puisque si, moi je me dis à mon échelle, si chaque mois je suis en déficit, forcément, si je suis obligé d'emprunter pour financer mon déficit, forcément ma dette va augmenter. Évidemment, si mon déficit diminue de mois en mois, l'augmentation de ma dette va être de plus en plus faible. Mais là, c'est même pas qu'elle sera de plus en plus faible, c'est que la dette va diminuer. Alors, ça a l'air assez étrange. Pourtant, France Trésor est des bons économistes, hein, j'en connais un d'ailleurs. Alors, déjà, c'est pas la dette, c'est pas le nombre de milliards d'euros, c'est la dette rapportée au PIB. C'est la dette rapportée au PIB. Donc, ce qui veut dire que si le ratio dette sur PIB diminue, bah, automatiquement, avec un déficit qui continue d'augmenter, forcément, la dette en volume, en milliards d'euros, si vous voulez, forcément, la dette, elle, augmente. Déficit chaque année égale dette qui augmente. Rapporté au PIB, par contre, là, a priori, le ratio dette sur PIB diminuerait. Autrement dit, France Trésor, l'agence France Trésor, fait le pari d'une croissance forte, pour que le ratio dette sur PIB diminue. Alors, leurs hypothèses, retenez le chiffre pendant quelques minutes, leurs hypothèses, c'est 2% de croissance. Pourquoi pas 2% de croissance 2% de croissance jusqu'en 2017. C'est-à-dire que chaque année, la France crée 2% de richesse supplémentaire. 2%, ça n'a pas l'air inatteignable, mais pour autant, si on regarde la moyenne des 10 dernières années, on est en dessous de 2%. On est à 0,8% exactement. Donc bon, pari assez optimiste. Et en plus c'est qu'il parie sur un scénario de croissance assez forte, même si c'est que 2%, mais il parie sur un scénario de croissance assez forte, tout en faisant l'hypothèse d'une diminution du déficit. Alors, pourquoi je mets les deux en parallèle?
pourquoi la diminution du déficit, a priori, ça freinerait la croissance? C'est ça que je me pose comme question. Pourquoi le fait que l'État réduise son déficit, ça freinerait la croissance? Bah, tout simplement, rappelez-vous la manière dont est calculé le déficit. Le déficit est calculé par rapport au PIB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, on va prendre l'année 2011, là, 5,2%. Ça veut dire que l'année 2011, eh bien, si jamais l'État n'aurait pas fait de déficit, ça veut dire qu'il y aurait eu des dépenses en moins pour l'État équivalentes à un montant de 5,2% du PIB. 5,2%, c'est pas une paille. Hein. Alors, sur ces 5,2%, on a dit qu'il y en avait la moitié qui était consacrée au remboursement de vieilles dettes, de 2,6 et de 2,6, 2,7. Donc, ça veut dire que sur ces 5,2, eh bien, si on en prend la moitié consacrée au remboursement de vieilles dettes, des dettes venues à échéance, eh bien, on en a la moitié, donc, allez, à la louche, 2,5%. Ces 2,5%, on les aurait supprimés, on n'aurait pas eu de déficit courant, autrement dit, eh bien, ça veut dire qu'il y aurait eu 2,5% de PIB en moins de dépensés dans l'économie. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire moins d'infrastructures de créer, moins de traitements aux fonctionnaires de verser, etc., etc. Et forcément, si l'État réduit fortement ses dépenses, et ou augmente ses prélèvements, parce que pour réduire le déficit, c'est pas seulement limiter les dépenses, c'est aussi augmenter les prélèvements. Donc, si jamais on diminue les dépenses publiques d'un tel montant, c'est colossal, 2,5% du PIB, et où on complète avec une augmentation des impôts, bah forcément, ça veut dire que les commandes qui s'adressent à nos entreprises diminuent d'autant. Donc on produit moins. Alors du coup, on peut se poser légitimement la question, comment est-ce possible de parier sur un retour à une croissance de 2%, tout en faisant l'hypothèse d'avoir une réduction du déficit public très très forte. On arriverait à 0,3 en 2007. Et en 2018, peut-être que bah, ça y est, on ne serait plus en déficit public, on aurait eu un demi-siècle de déficit public, et puis après, ça y est, c'est comme ça. Alors, bref, soyons sérieux, c'est un scénario qui est très très improbable. Très très improbable. Alors pourquoi faire ce tel scénario? Bah, tout simplement, les économistes, il n'y a pas qu'à France Trésor de façon générale, les économistes considèrent, quand ils analysent l'effet d'une réduction des dépenses publiques et ou d'une augmentation des impôts, de la fiscalité en général, bah, ils considèrent en fait que ces diminutions du pouvoir d'achat des individus, et des entreprises aussi, ça va se traduire d'abord par une diminution de leur épargne. C'est-à-dire que les impôts vont augmenter, les revenus versés par l'État vont diminuer. Que vont faire les individus? Ils vont moins épargner. Et ils vont maintenir leur niveau de dépense au même niveau. C'est un pari extrêmement fort. Parce que déjà, par rapport à moi-même, si jamais, pour moi en tant que particulier, si jamais la fiscalité, je ne sais pas moi, si jamais l'an prochain je dois payer 10% de plus d'impôts sur le revenu, est-ce que je diminuerais mon épargne d'autant et je maintiendrais ma consommation, ou alors est-ce que je préférerais augmenter mon épargne au contraire pour faire face à des temps plus durs à venir? J'en sais strictement rien. Je peux pas prévoir. Je sais pas comment je serai dans un an, quelles seront les difficultés financières auxquelles je ferai face, ou les rentrées d'argent qui diminuent autour dans un an, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir. Donc si moi, à mon échelle, je ne peux pas savoir, comment est-ce possible de le savoir à une échelle beaucoup plus vaste? Voilà. Et pour autant, quand on nous annonce que les efforts porteront leurs fruits, que la dette diminuera, ben voilà, sachez-le,
c'est faire l'hypothèse, 1, d'un retour à la croissance, 2, tout en ayant une réduction forte des déficits publics, à tel point qu'on pourrait même atteindre l'équilibre. D'accord? Et la diminution forte des dépenses et ou de l'augmentation de la fiscalité, eh bien ça se traduirait par des Français qui piocheraient dans leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation à l'identique. Si on regarde ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans, c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'épargne de précaution des Français augmente. Voilà. Bon, quelques détails. On a déjà parlé, un budget en déficit depuis 40 ans, prélèvement obligatoire sur PIB 46% et recettes publiques sur PIB 57%. D'ailleurs, vous voyez la différence entre les recettes rapportées au PIB par rapport au prélèvement, on a 9 points de différence. 9 points de différence. Alors, 9 points, pour autant, le déficit était de 4,3. Alors, comment expliquer ça? Parce que 57 moins 46, sauf si leur parmi me détourne, ça fait 9. Et le déficit annoncé était de 4,3. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis quelques années, la situation de certains pays, notamment en Europe du Sud, est très dégradée. C'est la crise de la dette de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne, etc. Donc du coup, dans une situation très dégradée, ceux qui prêtent aux États, rappelez-vous, ceux qui prêtent aux États, on a dit que c'était les compagnies d'assurance, les banques, les établissements financiers. Ben, ils cherchent un peu les meilleurs emprunteurs, ou plutôt les moins pires. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu moins d'argent prêté aux pays du Sud, ou alors l'argent prêté se fut à taux très conséquent. C'est d'ailleurs pour ça que les États les moins endettés, notamment, enfin les moins endettés, les moins mal en point, notamment l'Allemagne et la France, et les plus riches accessoirement, ont dû mettre des provisions en place pour rassurer les prêteurs en Europe du Sud, le fameux Fonds européen de stabilité financière. Donc, cet argent en moins à destination du Sud, ça s'est traduit par de l'argent en plus à destination de pays comme la France. Donc on a eu beaucoup plus de prêteurs potentiels. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est le principe d'un marché, hein, de l'offre et de la demande. Quand vous avez beaucoup plus de prêteurs potentiels pour une demande, grosso modo, une demande d'emprunt pour l'État français à peu près stable, automatiquement le taux d'intérêt a diminué. Et il a même diminué à tel point que le taux d'intérêt est devenu plus faible que l'inflation. On a réussi à emprunter un taux négatif, un taux réel négatif. Du coup, comment expliquer donc 9 points de différence entre les prélèvements obligatoires et les recettes publiques qui rapportent au PIB? Comment expliquer 9 points de différence en 2013 et un déficit annoncé, enfin un déficit réalisé de 4,3? Eh bien, c'est que les dettes qui sont venues à échéance en 2013, pour les refinancer, on a bénéficié de taux beaucoup plus bas, historiquement très bas. Par comparaison, au début des années 90, les taux d'intérêt sur les États français tournaient à 7-8%. Et là, on doit être à 2%. Donc, on a économisé des milliards d'euros simplement parce que le refinancement s'est fait à moindre coût. Voilà par quel tour de passe-passe on a 9 points de différence et pour autant, le besoin de financement n'était au final que de 4,3%. Voilà. Donc, en résumé, hein, enfin, quelle heure il est ici? Bon, il va falloir que j'accélère un peu. Voilà, bon, vous pouvez lire avec moi. Hein, déficit perpétuel, ça ne peut qu'engendrer une dette croissante, sauf si les taux d'intérêt réels sont négatifs. J'y reviendrai dans un instant. Alors, les taux d'intérêt réels négatifs, encore une fois, ça veut dire que on emprunte à un taux plus faible que l'inflation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si, par exemple, vous empruntez 100 € aujourd'hui, à 2% sur un an. Dans un an, vous allez rendre 102. Mais si entre aujourd'hui et dans un an, il y a 3% d'inflation, bah dans un an, vous allez toujours rendre 102, c'est ce qui était prévu dans le contrat. Sauf que la valeur de ce que vous allez rendre dans un an, eh bien cette valeur, ça aura diminué, sachant que on a eu une inflation de 3%. Donc,
si on compare ce que vous allez emprunter aujourd'hui et ce que vous allez rendre dans un an, si on compare avec la valeur de l'argent dans un an ou aujourd'hui, on compare les mêmes années, bah, au final, vous allez rendre 102, mais si vous comparez dans un an avec ce que vous avez emprunté aujourd'hui, c'est pas que vous avez emprunté 100. 100 aujourd'hui, avec 3% d'inflation, ça vaudra 103 dans un an. Donc vous allez rendre un pouvoir d'achat moins élevé que le pouvoir d'achat que vous avez emprunté. D'accord? Donc quand je parle de pouvoir d'achat de la monnaie n'a pas de valeur en elle-même. Hein. La monnaie n'a de la valeur que parce qu'on peut se procurer des biens et des services et d'autres choses avec de la monnaie. La monnaie n'est plus liée à l'or, par exemple. Ça fait plus de 40 ans que la monnaie n'est plus liée à l'or. La monnaie n'est que confiance. On fait confiance en la monnaie, dans son pouvoir d'achat de biens et services. D'accord. Donc du coup, voilà. Taux réel négatif, ça veut dire que, je répète, hein, vous remboursez un pouvoir d'achat moindre que celui auquel vous avez emprunté, Les sommes versées sont plus élevées, mais le pouvoir d'achat de ces sommes est plus faible. Alors, est-ce que des taux réels négatifs, c'est durable? Alors déjà, l'appel d'air frais en provenance du Sud, bizarre de dire ça, l'appel d'air frais en provenance du Sud, bah, ça ne va pas durer éternellement. Hein, c'est ponctuel hein, comme phénomène. Hein, c'est ce que les économistes appellent la fuite vers la qualité. Donc ça, c'est ponctuel. Deuxième chose, bah, mettez-vous à la place des prêteurs. Des taux d'intérêt réels négatifs, ça veut dire qu'ils perdent de l'argent. Donc quand vous êtes prêteur et que les taux réels deviennent négatifs, qu'est-ce que vous faites? Vous prêtez, mais vous indexez sur l'inflation. Comme ça vous protège. Donc les taux réels ne peuvent être à la limite qu'égal à 0 au minimum. Et c'est ce qui était en train de se passer. Les bons du Trésor que l'État français émet, on en a de plus en plus qui sont indexés sur l'inflation, pour protéger justement les prêteurs, parce que les prêteurs ne sont pas fous, hein. Les prêteurs, encore une fois, les établissements financiers, sont bien le grand bonheur. Voilà. Plus d'autres, c'est indiqué ici, la politique monétaire des USA, il y a de grandes chances que ça s'arrête dans les mois à venir. Donc, bref, des taux réels négatifs durables, ce n'est pas possible. Donc du coup, si on résume, on a un déficit perpétuel depuis 40 ans, enfin, déficit depuis 40 ans, ce déficit ne peut engendrer qu'une dette croissante. Une dette, c'est pas grave en soi. Pas grave en soi. C'est grave si on ne peut plus la rembourser, d'une part, et c'est problématique si la contrepartie de la dette, ça correspond plutôt à des dépenses courantes. Concrètement, si vous vous endettez pour partir en vacances, c'est pas génial. Si vous vous endettez pour vous acheter une voiture qui vous permettra d'aller à votre travail et même de trouver un travail, là c'est déjà mieux. Donc il faut voir ce qu'il y a derrière la dette et voir aussi si la dette est supportable. Est-ce que la dette est supportable? Bah, une dette qui ne fait que croître, à terme, c'est évidemment insupportable. Sauf si les recettes fiscales augmenteront dans le futur de manière à pouvoir rembourser la dette. Donc, bah, nous y sommes, hein, ce qu'on appelle le mur de la dette, hein, infranchissable, nous y sommes. Nous y sommes. Les taux d'intérêt peuvent augmenter très vite, très brusquement. Ça serait un scénario catastrophique. L'État, la dette qu'il a à refinancer, ne pourrait pas les refinancer à des taux réels négatifs comme c'était le cas dernièrement, mais à des taux réels très positifs. Donc ça veut dire que même si l'État, à la limite, ferait une rigueur extrêmement forte, beaucoup moins de dépenses, on vire 50% des fonctionnaires, on arrête de construire de nouvelles infrastructures, ben, oui, mais il y a encore de la dette qui vient à échéance. Et ça, c'est plus de la moitié, ça correspond à plus de la moitié de l'emprunt chaque année. On emprunte plus de la moitié de ce que l'État emprunte, c'est pour rembourser des dettes venues à échéance. Et ça, c'est très sensible au taux. Voilà, donc, bon, bientôt fini. Les scénarios envisageables. Le premier que j'évoquais, des taux d'intérêt réels négatifs durablement, mais bon, c'est un conte qu'on raconte aux enfants.
Ce n'est pas possible dans le monde réel. Le scénario 2, le retour aux excédents publics. Parce que, évidemment, pour que la dette diminue, il ne faut plus être en déficit. C'est inévitable. Sauf, encore une fois, si le niveau de dette peut rester le même, voire peut augmenter. Si la richesse créée en France progresse plus vite que la dette, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si la richesse produite en France augmente rapidement, la croissance économique, donc si elle est forte, cette croissance économique, eh bien on pourra, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra avoir des recettes fiscales importantes, et ces recettes fiscales importantes pourront payer la dette. Donc on pourra faire face au service de la dette, capital plus intérêt. Donc il faudrait, voilà, c'est ça le deuxième scénario, il faudra revenir aux excédents, revenir à des excédents publics. Alors, le corollaire de ce scénario, un corollaire en maths, c'est une autre façon d'exprimer un problème. Le corollaire, c'est tout simplement qu'on aurait besoin d'un retour durable au taux de croissance des Trente Glorieuses, parce que vu le niveau de la dette tout court et le niveau de la dette rapporté au PIB, les 2% de croissance dont je parlais tout à l'heure, là, les prévisions de France Trésor, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, puisque France Trésor utilise des hypothèses extrêmement fortes, c'est 2% de croissance, mais tout en obtenant de la croissance avec une réduction forte des déficits. Or, on l'a vu tout à l'heure, quand vous avez de tels déficits publics rapportés au PIB, les diminuer, ça a un impact majeur sur l'activité économique. C'est des milliards et des milliards de moins qui sont dépensés, donc c'est des milliards et des milliards de moins de commandes, donc autant d'emplois en moins, enfin pas des milliards d'emplois, mais le chômage qui augmente, donc le pouvoir d'achat qui diminue. Donc c'est des hypothèses qui sont complètement surréalistes. C'est surréaliste comme hypothèse. Pourquoi font-ils ces hypothèses? Ça, je n'en sais pas. Je vous laisse à vos hypothèses, vos propres hypothèses. Donc il nous faudrait, pour, je rappelle le scénario 2, le retour aux excédents publics, il nous faudrait un retour durable au taux de croissance des Trente Glorieuses. Donc ça voudrait dire que la dette rapportée au PIB diminuerait, même si la dette à la limite est importante, on pourrait avoir des recettes fiscales. Bref. Ou si ce n'est pas possible, et il y a peu de chances que ça soit possible, vous voyez ce petit schéma que vous pouvez avoir sur le blog lescrives.fr d'un acteur qui s'appelle Olivier Berruyer. Très très bon blog, je vous le recommande. Voilà, bon, c'est parlant, hein. Courbe en bleu, c'est le PIB français par habitant depuis les 50 dernières années. Berruyer constate des paliers, et qu'en fait, des taux de croissance, je me rappelle, c'était 2%, l'hypothèse de France Trésor. Là, 2%, depuis le début, on n'est plus dans les 2% depuis le début des années 80. On a eu des taux supérieurs à 2%, vous voyez, ici, là, on a eu des années supérieures à 2%, mais en moyenne, depuis 1980, on n'est pas à 2%. Et depuis 10 ans, on est à 0,8. Donc, le retour durable au taux de croissance des Trente, ça a l'air compromis. Autre possibilité pour que le scénario 2, donc je le répète, retour aux excédents publics soit possible, eh bien c'est que durablement, on ait une politique d'austérité très très forte. Qu'on limite énormément les dépenses publiques et qu'on augmente très fortement la fiscalité. La fiscalité, c'est quand même 46% du PIB. Donc, bon, augmenter encore, à la limite. Mais obligatoirement, les dépenses publiques devront fortement diminuer. Sauf que ça va entraîner, ce que je vous disais, un choc majeur sur l'activité économique du pays. C'est ce que font les Grecs, les Portugais, les Espagnols. Les politiques d'austérité, ce sont des chocs majeurs. Quand vous avez en Espagne des temps pleins à 400 €, voilà. Ce sont des chocs majeurs sur l'activité économique. Alors, les politiques d'austérité, autrement dit, c'est se faire mal pour aller mieux. On va résumer ça comme ça. Mais pourquoi on irait mieux? Alors, on peut prendre l'exemple de politiques d'austérité qui ont réussi par le passé. Par exemple, le Canada. Dans les années 90, le Canada a réussi à ramener sa dette à des niveaux soutenables,
avec des politiques de rigueur. Rigueur, austérité, c'est à peu près pareil. Austérité, c'est un peu plus fort que rigueur. C'est une question de vocabulaire. Mais le Canada, à l'époque, était tout seul à faire de la rigueur. En fait, l'idée, c'est de dire, bon, ok, on comprime fortement les dépenses publiques, on augmente la fiscalité. Ok, la consommation dans le pays va fortement chuter. Mais pour éviter que ça soit une dépression économique, qu'on produise de moins en moins chaque année, qu'on ait un chômage massif, eh bien, on va compenser le tout par des exportations. On va compenser la faiblesse de la demande intérieure par la demande extérieure. Et ça peut marcher. Au Canada, ça a bien fonctionné. On exportait vis-à-vis des États-Unis. Mais sauf que quand tout le monde fait de la rigueur, ben, c'est pas possible. On ne peut pas tous exporter. Le scénario de gagner en compétitivité au niveau d'un pays pour exporter plus, c'est possible, pris pour un pays isolément. Mais si tout le monde, même les Allemands font de la rigueur, c'est une rigueur soft, hein, mais même les Allemands font de la rigueur. Donc si tout le monde commence à comprimer sa demande intérieure en pariant sur un sursaut des exportations, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Tout simplement, les exportations des uns sont les importations des autres. À moins d'exporter sur Mars, je ne vois pas comment on peut faire. Donc une politique d'austérité de longue durée, c'est pas longue durée 3-4 ans, c'est 10, 15, 30 ans. Et ça veut dire ben, un niveau de vie qui chutera considérablement, ça veut dire aussi un chômage massif. Est-ce que socialement ça sera acceptable? Il y a une grande chance que non. On peut déjà voir ce qui se passe en Europe du Sud, la situation est assez explosive. Voilà, donc la politique d'austérité de longue durée, c'est grosso modo, c'est quoi l'idée? Pour l'exprimer autrement, s'il n'y a plus suffisamment d'argent dans l'économie parce que l'État aspire l'argent qui reste pour rembourser sa dette, ben on va faire avec moins d'argent. Mais faire avec moins d'argent, ça veut dire des niveaux de vie beaucoup plus bas. Alors dire, bah, après tout, si vos revenus diminuent de 60% et que les prix, parce que les prix diminuent aussi, et si les prix diminuent aussi de 60%, c'est pareil. C'est pareil, le pouvoir d'achat est maintenu. Mais sauf que dans l'économie, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à long terme peut-être. À long terme peut-être. On réussira à diminuer les prix et les revenus de façon à faire autant, d'activité économique avec moins de monnaie. Parce que l'État aura siphonné la monnaie pour rembourser sa dette. Peut-être qu'à long terme c'est possible. Mais en attendant, puisque ça ne s'ajuste pas automatiquement, en attendant, c'est le chaos. On le voit encore une fois dans l'Europe du Sud. C'est du chômage massif, mais vraiment massif. Un économiste célèbre, John Maynard Keynes, disait à ce propos, à long terme, on sera tous morts. Qu'est-ce qu'il voulait dire par à long terme, on sera tous morts? Le long terme, peut-être que ça pourrait fonctionner, mais à quel prix? Voilà, scénario 3, une création monétaire de grande ampleur par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc, la dette, les États la présenteraient à la Banque Centrale. Donc, la Banque Centrale, voilà. La Banque Centrale, c'est la seule qui a la possibilité de créer de la monnaie scripturale sans qu'il y ait de dette. C'est théoriquement possible, en tout cas. Juridiquement, en Europe, c'est pas le cas. On interdit à la BCE de recourir à la planche à billets. Donc, voilà, pris à la gorge de l'endettement public, les États pourraient se tourner vers la BCE. Alors déjà, c'est pas sûr que ça arrive, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour changer le mode de fonctionnement de la BCE. Tous les pays membres de la zone euro. Donc, ça déjà, c'est un scénario assez improbable. Les Allemands, par exemple. Les Allemands ne veulent pas du tout de ce scénario. Pourquoi pas? Bon, voilà. Sauf que, vu les sommes en jeu, ce sont des milliers de milliards qui seraient créés, et ces milliers de milliards créeraient de l'inflation massive. Ça créerait de l'inflation massive automatiquement, ça redescendrait dans l'économie. Voilà. Je n'ai pas le temps de développer sur les conséquences d'une telle inflation, mais même en indexant les revenus sur les prix, c'est-à-dire les revenus augmenteraient au même rythme que les prix, le seul souci, c'est que cet argent créé en trop redescendra dans l'économie. Et redescendra où?
dans les prix des biens que l'on consomme tous les jours, mais ça redescendra aussi dans le prix des actifs, et notamment dans le prix des actifs immobiliers. Donc on aurait des revenus qui augmenteraient parallèlement au prix, sauf que les revenus ne permettraient plus d'acheter, pour une bonne partie de la population, ne permettrait plus d'acheter des biens immobiliers. C'est déjà le cas pour une bonne partie aujourd'hui, ce serait un scénario qui empirera. Scénario 4, et puis on s'arrêtera là, la restructuration. C'est de dire, voilà, on acte le fait que l'État ne sera plus capable, tôt ou tard, de rembourser la dette. Parce que des taux réels négatifs, c'est un scénario improbable. Un taux de croissance digne des 30 glorieuses, c'est peu probable. Une politique d'austérité très longue, c'est socialement intenable, d'autant plus qu'économiquement, si tout le monde fait de l'austérité, on ne peut pas compenser la faiblesse de sa consommation par un regain d'exportation. L'utilisation de la planche à billets, politiquement, pour l'instant, les Allemands n'en veulent pas. Et puis, si jamais les Allemands changent d'avis, les sommes en jeu sont telles que cette monnaie, de toute façon, elle redescendra dans l'économie. Et c'est déjà le cas, d'ailleurs. La politique monétaire américaine, très souple, la politique monétaire européenne, qui est assez souple aussi, même si ce n'est pas une véritable création monétaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quasi-création monétaire. Mais cette monnaie créée, elle redescend déjà dans l'économie. Comment expliquez-vous le fait que l'immobilier continue de progresser avec des salaires en berne? Comment expliquez-vous le fait qu'aux États-Unis, l'immobilier a pris plus de 10% l'année dernière, aux États-Unis, avec un taux de chômage qui a peut-être diminué, mais un taux d'inactivité aux États-Unis qui est très important. Des gens qui, voilà, découragés par l'ampleur du chômage, qui vivent de petits boulots, etc. Un Américain sur 5 vit de l'aide alimentaire. Voilà, donc dans ce contexte-là, l'immobilier américain a pris plus de 10%. Bon, c'est simple, hein. Cet argent créé, il faut bien qu'il aille quelque part. Donc l'hypothèse de la planche à billets, l'histoire de toute façon nous l'a montré, à chaque fois que les États et les rois autrefois ont recours à la planche à billets, autrefois c'était, je ne sais plus comment on appelait ça, mais c'était les pièces d'or, on les refondait et les nouvelles pièces créées avaient un pesant d'or plus faible, on grignotait en fait. L'histoire nous l'a montré, à chaque fois que l'on a utilisé la planche à billets pour faire face à un problème d'endettement public, ça s'est traduit par de l'hyperinflation. Le scénario 4, la restructuration. Donc dire, voilà, l'État ne peut pas tout rembourser. C'est pas rembourser du tout, en tout cas une partie. Mais le problème, c'est encore une fois, et c'était ça l'intérêt de l'exercice de départ, la monnaie, c'est de la dette. La dette, c'est de la monnaie. Donc si jamais on ne rembourse pas la dette, automatiquement, les créances qui y seront associées disparaîtront. Et rappelez-vous qui sont les créanciers. C'est vous. Vous avez l'assurance vie. Vous êtes créancier de l'État. Donc, autrement dit, si jamais l'État fait défaut, restructure sa dette, automatiquement, vous serez touché. Alors, on pourrait dire, normal, on pourrait faire jouer la carte politique, dire, bon, allez, on va plus faire payer les riches. Par exemple, si des Liliane de Bettencourt, indirectement ou directement, détiennent énormément de créances sur l'État, eh bien, proportionnellement, Liliane de Bettencourt serait beaucoup plus touché que le Français lambda qui a 10, 20, 30 000 euros d'assurance vie. Pourquoi pas? Sauf que cette information, on ne l'a pas. On ne sait pas, en fait, qui possède la dette exactement. On sait qu'un tiers des résidents, on sait qu'un tiers de la dette est détenue par des résidents français, que 2 tiers donc est détenu par des non-résidents. Mais par contre, on sait ce qu'on sait aussi, c'est que les pays où il y a le plus de non-résidents qui détiennent de la dette française, les 3 premiers pays, ce sont des paradis fiscaux. Donc on peut suspecter
des filiales d'établissements financiers français dans ces pays qui détiennent de la dette, soit pour compte propre, soit pour le compte de leurs clients. Voilà, on ne sait pas. C'est une information qui est impossible à trouver. Voilà, écoutez, cette conférence est terminée. J'ai pris un peu plus de temps que prévu pour faire mon exposé. Si vous avez des questions, vous avez la petite fenêtre à droite de votre écran, normalement. Tout en bas, vous avez une possibilité d'indiquer votre message, votre question, et puis j'y répondrai.